Le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h. À la une, à l'unanimité, l'Assemblée nationale a adopté la prorogation de l'état d'urgence pour un mois. Par contre, les députés de l'opposition, sous réserve, réclament une rencontre avec les acteurs de la lutte contre cette pandémie en Guinée. Les cours à distance, système inapproprié pour l'apprentissage des élèves guinéens. C'est le cri de cœur des parents d'élèves qui se disent inquiets pour la formation de leurs enfants. Ils sollicitent de meilleures réflexions pour une issue favorable. Et puis le coronavirus fait encore parler de lui en Chine. Le directeur général de l'OMS annonce qu'une centaine de nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés à Pékin depuis que la maladie a refait sa réapparition dans la ville chinoise. Bienvenue à tous, c'est officiel, l'Assemblée nationale adopte la prorogation de l'état d'urgence pour un mois. Elle a été adoptée à l'unanimité par les députés et cependant les députés de l'opposition émettent des réserves et réclament une séance de rencontre avec tous les acteurs impliqués dans la lutte. Aussi, les responsables religieux et les autorités éducatives pour connaître les dispositions prises pour une bonne reprise des activités. Alcini Bari et Aboubakar Din Kamara reviennent sur le déroulement de la rencontre. Suivez. 97 députés sur 114 ont participé à cette séance axée sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire soumis par le chef de l'État. À l'unanimité, ces députés l'adoptent. Il faut absolument, au jour d'aujourd'hui, éviter une nouvelle résurgence de la maladie, le Covid-19, qui est un souci pour nous. Les problèmes de santé sont un problème pour tous et donc nous voulons préserver absolument nos populations d'un nouveau pic ou d'une nouvelle résurgence de cette épidémie qui est mondiale. À cet hémicycle, les débats n'existent que de nom. Les députés de l'opposition pensent également qu'il faut renforcer ces mesures pour le bien-être de la population, car la maladie persiste dans notre pays. Personne ne maîtrise aujourd'hui, disons, la situation de cette pandémie. Parfois, tous les pays qui ont procédé à certains déconfinements ont en majorité reconfiné. Aujourd'hui, donc, nous devons insister sur les mesures barrières, bien sûr, procéder à certaines mesures d'allègement. Malgré tout, les députés de l'opposition sollicitent avant l'ouverture des lieux de culte et des écoles la présence de tous les acteurs qui interviennent dans la lutte pour s'enquérir des dispositions prises pour le démarrage des activités. Nous avons demandé à entendre tous qui sont impliqués dans la gestion de cette pandémie pour qu'ils nous expliquent méticuleusement les dispositions prises avant l'ouverture des écoles, avant l'ouverture des lieux de culte, parce que c'est important. Répondant à cette requête, le président de l'Assemblée nationale rassure qu'une réunion du bureau du Parlement élargie à la commission santé est prévue pour la journée de ce mercredi. À cette session, le chronogramme de l'Assemblée nationale allant du 17 au 27 juin a été également validé. On a 5 textes à étudier dans la commission. Le projet de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la haute autorité de la communication. Deuxièmement, le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Troisièmement, projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Quatrièmement, proposition de loi portant amendement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cinquièmement, projet de loi portant code électoral en République de Guinée. En marge de la plénière de l'Assemblée nationale, quelques députés se sont prononcés à la volonté de manifestations projetées par le FNDC le 8 juillet prochain. Certains expliquent que cette volonté est un droit, d'autres par contre craignent et indiquent que cette manifestation interviendra dans un contexte de crise sanitaire. Ils les invitent à surseoir à tout mouvement. Djibril Ba commente les images d'Aboubacar Din Kamara. 16 juin, les élus en session plénière. La manifestation projetée par les membres du Front national pour la défense de la Constitution n'a pas laissé indifférents les députés. Ceux qui sont contre ce mouvement évoquent l'épidémie de coronavirus qui interdit tout rassemblement, sans oublier les réminiscences des précédentes manifestations. Naturellement, c'est inopportun comme
Très souvent, le FNDC ne se soucie pas du bien-être de la population guinéenne parce que ce n'est pas dans la rue que les problèmes se résolvent. Partout dans le monde, dans toutes les grandes démocraties, les problèmes du pays se résolvent à l'Assemblée nationale. La portée d'une telle décision est à mesurer selon le député Dembo Silla. Que chaque Guinéen se trouve là et mesure sa responsabilité pour la protection de la population guinéenne. Il y a ceux qui soutiennent toutefois le FNDC. Parmi eux, la présidente de la commission santé, jeunesse, sport, arts et culture. Le FNDC est dans un combat noble. Dans la société, dans la vie, chacun a un combat qu'il peut mener, citoyen, il pense que ce sont ses valeurs qui doivent être respectées. Donc tu mènes ton combat. La liberté de manifester, elle est constitutionnelle. Sauf qu'en Guinée, on ne respecte pas le principe qui voudrait que là où ta liberté commence, là où ta liberté s'arrête, là où commence celle des autres. Le combat du FNDC, c'est la constitution du 22 mars, l'emprisonnement de leurs camarades et la dictature du chef de l'État, comme ils le disent. En bref et en images, le PDN prendra-t-il part à l'élection présidentielle prochaine ou non? Une contradiction vient d'être relevée au sommet du parti entre le responsable de la communication et le président du PDN qui ne semble pas s'accorder sur la voie à suivre. D'un côté, Faya François Bourneau affirme que la question de la participation du PDN aux élections ne se pose pas. Le parti prendra part aux élections sans ambiguïté. Quelques minutes après cette interview accordé au site Mosaïque Guinée. Ce mardi, Lansana Kouyaté, le président du PEDN, fera une sortie pour recadrer son responsable de la communication. Pour lui, le PEDN reste conforme à ses conditions et maintient les points suivants. Pour toute marche vers les présidentielles, premier point, la clarification sur la constitution en vigueur, celle de 2010 étant celle qui est valable. Deuxième point, la non-participation du président sortant, la constitution ayant verrouillé le nombre de mandats. Au troisième point, le toilettage du fichier électoral et puis la libération de tous les prisonniers sociopolitiques. Toute autre déclaration sur la participation aux élections présidentielles ne saurait engager le PEDN. Les mesures sanitaires ont connu un léger assouplissement. Des lieux de culte peuvent rouvrir dans certaines préfectures à partir du 22 juin prochain. Le secrétariat aux affaires religieuses prendra attache avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pour définir les critères devant permettre les lieux de culte d'accueillir les fidèles. La démarche prudente du chef de l'État est saluée par les religieux. La sensibilisation, l'intensification des prières pourront faciliter la réouverture rapide des autres maisons des dieux. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Sori Kamara. Le but premier des prières, c'est le salut des âmes, déclare Dr Joseph Tonya Doré. Tout ce qui peut concourir à préserver la vie humaine est à féliciter, poursuit-il. C'est pourquoi il salue l'initiative du président de la République. Je pense que sa démarche est une démarche prudente. Il veut voir étape par étape comment est-ce que les lieux de culte vont être ouverts. À l'image de l'Arabie Saoudite, le déconfinement et l'autorisation d'ouverture des mosquées se font par étapes suivant le conseil des autorités sanitaires. En autorisant toutes les préfectures de l'Arabie d'ouvrir les mosquées, pratiquer les prières collectives et prières de vendredi, sauf la ville de Makkah. Alors jusqu'à présent, il y a des couvre-feux à la Mecque pour le Makkah et Jida. Les marchés sont ouverts. Pendant ce temps, les fidèles ne peuvent se retrouver pour des prières collectives. Il n'y a pas lieu de faire la confusion, souligne Dr Joseph Tonya Doré. Est-ce qu'on peut fermer les marchés et avoir la paix dans les ménages? Je dis que ce n'est pas évident. Est-ce qu'on peut dire aux taxis, arrêtez de circuler à Conakry pour éviter la propagation du mal? Ce n'est pas évident. Les cadres du secrétariat aux affaires religieuses auront une séance de travail avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour définir les critères qui doivent être observés par les fidèles. Et les heures à venir, nous allons procéder à indexer les préfectures concernées pour cette première
autorisation. La sensibilisation et le devoir de vérité devraient faciliter le travail aux autorités sanitaires. Que l'on dise aux gens que ce mal, il tue et qu'il est en train de tuer. Dans les hôpitaux comme en dehors des hôpitaux. Pour que les populations prennent toutes les dispositions pour se protéger. Ce lundi, beaucoup de conducteurs attendaient avec impatience le discours du chef de l'État. Ils espéraient avoir un allègement, mais le chef de l'État n'a pas fait mention de leur cas dans son discours. En attendant le 30 juillet, les conducteurs se résignent. Mamadou Saliouba et Aboubakar Kekebangoura ont fait un tour auprès de ces transporteurs. Suivez le reportage. Mamadou Yero Baldé est transporteur et à cet instant, il ne rêve que de son volant. Mais pas si vite, il doit patienter. Il a déjà fait le test, c'est la règle, mais le résultat n'est pas encore disponible. On a chargé les bagages et on attend. Avoir les résultats, c'est tout un problème. Attendre et rester calme. Hier, il pensait que le chef de l'État allait les soulager. Mais dans son discours, le président de la République a fait savoir que rien ne change pour les conducteurs. Les frontières restent fermées, le nombre de places limité. Un certificat de test est obligatoire. Sur ce point, les syndicats sont en train de se battre pour multiplier les centres de dépistage pour les conducteurs. Les résultats commençaient à tarder. Il y avait un centre de dépistage qui a été dédié au camp Kwame Nkrumah. Il y a un autre centre au niveau du camp de Kouria. Et aujourd'hui, l'État s'est battu compte tenu de l'affluence, de la concentration, du nombre de chauffeurs et des multiples demandes proposés par les uns et les autres. Ils nous ont trouvé un centre de dépistage à Matam. Ce qui fut fait. Donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes déjà en activité. Pour la journée spéciale aujourd'hui, on a pu prendre 100 chauffeurs en charge et ils sont en train de dépister. Plus besoin de partir loin pour se faire dépister. Le Covid-19 a imposé des règles. À la gare routière du Matoto, les transporteurs se résignent. Donc avec ces maladies, nous, on doit même se transformer en les docteurs et respecter les règles pour que la maladie puisse s'arrêter. Mais si on n'arrive pas à respecter les règles, on abandonne parce qu'on est comme nous sommes, l'État ne serait pas responsable, les citoyens seraient responsables eux-mêmes par leur comportement inadmissible. La compréhension dans la difficulté, tout comme les frontières terrestres, l'aéroport aussi reste fermé. Il faut attendre le 30 juillet pour un éventuel assouplissement. Les parents d'élèves lancent un cri de cœur au gouvernement relatif aux cours à distance. C'était une des mesures d'accompagnement du gouvernement pour aider les enfants à rester en contact avec les enseignements. Et certaines personnes trouvent ce système inapproprié vis-à-vis du niveau d'apprentissage des élèves guinéens. Aujourd'hui, bon nombre d'enfants se trouvent dans la rue, une situation qui inquiète les familles. Reportage d'Ina Bangora, Lamine Silla. Dans cette famille, on redouble d'efforts pour encadrer les enfants, tandis que d'autres sont concentrés au jeu dans les quartiers. Ils se plaignent du manque d'électricité, des téléphones Android et des ordinateurs. Les cours dispensés pour une durée de 30 à 45 minutes ne sont pas suivis par plusieurs élèves. Vraiment, moi, en tant que mère de famille, je profite de l'occasion de réviser mes enfants à la maison. J'ai trouvé un maître. Les cours à distance, c'est une bonne chose, mais malheureusement pour nous, on n'a pas d'électricité. Le courant, tantôt on a le courant, tantôt on n'a pas le courant, ça ne vient pas régulièrement. S'il n'y a pas d'électricité, les enfants ne pourront pas suivre les cours. Aujourd'hui, nous avons trouvé les répétiteurs pour eux, pour ne pas qu'ils soient en retard. Sur ce, nous demandons l'aide du gouvernement. Ces enfants en classe d'examen n'apprécient pas ce système pour diverses raisons. Pendant ce temps de confinement, je profite pour réviser avec mon maître de maison pour ne pas se balader dans la rue. Je ne parviens pas à suivre les cours à distance. Comme vous voyez, je suis avec mon maître au tableau comme ça, on est en train de réviser. Je ne parviens pas à suivre les cours parce que je n'aime pas un téléphone d'Android, il n'y a pas aussi de courant. Je dis à l'État d'amener le courant. Cette mère de famille ne prévoit pas la réussite des élèves aux examens cette année s'ils ont lieu. Avec l'allure là,
c'est pas facile. Les enfants ne pourront pas aller à l'examen avec ça là. Ça sera très difficile parce que si on envoie les enfants comme ça à l'examen, beaucoup risquent d'échouer. Ces parents d'élèves invitent le gouvernement à bien revoir cette situation afin d'assurer l'avenir des enfants. Éducation, toujours dans cette édition, l'école des sourds-muets omise par le ministère de l'Éducation nationale dans le programme des cours à distance. L'établissement est fermé depuis plus de 3 mois. Les élèves abandonnés à leur triste sort. Son directeur tire la sonnette d'alarme. Il craint un échec historique pour ses candidats à l'examen d'entrée en 7e année. Mamadou Kalisso et Mohamed Kamara pour le reportage. La seule école des sourds-muets du pays. Elle est cadenassée depuis l'apparition du coronavirus. Ces élèves errent dans la nature sans aucun soutien pédagogique. Ils n'ont pas été associés au programme de cours à distance initié par le ministère de l'Éducation nationale. Radio, les sourds ne peuvent pas entendre, mais audiovisuel à la télévision. Mais il faut un nombre d'enseignants pour aller faire la leçon, donner des cours. S'il n'y a pas d'enseignants, c'est un peu difficile, très difficile. Avant coronavirus, cette école était déjà mal en point. Elle souffre du manque de moyens de déplacement et la majorité de ses élèves habitent dans les banlieues. Ce qui fait que les cours commencent à 10h et s'arrêtent à 14h, explique le directeur de l'établissement. Il ne dispose que de 8 enseignants, dont 4 ont l'âge d'aller à la retraite. Puis, le matériel audiovisuel, leur principal outil didactique, manque également. Par exemple, en géographie, si on veut enseigner le mot Cap Liban, on prend les enfants pour aller là-bas, par le moyen de transport. Mais si l'image on présente avec sur l'écran, c'est ce qu'on appelle le mot Cap Liban. Le mot en bas, on peut montrer. Les cours de fleuve, c'est quoi? Rivière, c'est quoi? En 56 ans d'existence, cette école n'a que le cycle primaire. Aucune possibilité de poursuivre leur formation. Pour inverser cette tendance, l'établissement a signé une convention avec l'école normale des instituteurs. Mais elle peine à être appliquée. Nous allons nous occuper de la formation en anglais. Après, on fait sélection. Les meilleurs, on va les prendre, on va rester avec eux. Si chaque année on prend 2 ou 3, d'ici 5 ans, on va trouver combien d'enseignants? Ça va aider aussi demain les enseignants bien formés en langue des signes. Avec eux, on peut ouvrir pour les choses. Ça va aider aussi l'éducation inclusive. D'ici 10 ans, on peut envoyer des enseignants à l'intérieur du pays. L'école des sourds-muets de Guinée compte 206 élèves, dont 11 candidats à l'examen d'entrée en 7e année. L'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia s'implique dans la lutte contre le Covid-19. Sur initiative des étudiants, cette institution d'enseignement supérieur a lancé ce mardi une campagne de sensibilisation à des citoyens pour un changement de comportement face à cette pandémie de coronavirus qui inquiète le monde entier. Malik Sangena Kamara pour le reportage. Ils ne distribuent pas de kits sanitaires. Leur spécialité est de véhiculer des messages de sensibilisation autour de la maladie du coronavirus. Rencontrer des citoyens pour leur expliquer comment se protéger contre la pandémie. Cette communication sur le changement de comportement est la contribution de l'ISIC dans la riposte contre le Covid-19. Il revient, n'est-ce pas, aux communicants de sensibiliser, d'aller vers la population, leur faire comprendre la nécessité pour eux de se protéger, la nécessité pour eux de, si vous voulez, briser les chaînes de contamination. L'information et la communication sont un des premiers instruments de lutte contre la Covid-19 et l'Institut supérieur de l'information et de la communication étant l'institut de référence dans ce domaine, on a jugé nécessaire quand même de s'impliquer. La stratégie adoptée par ces étudiants en communication et en journalisme est la sensibilisation de porte à porte dans les localités de 36, Lansana Barrage et Manéa dans la préfecture d'Ekoya. Munis des boîtes à images facilitant la compréhension des citoyens sur le respect des mesures de prévention contre le coronavirus,
les messages sont transmis dans diverses langues locales. Déjà, nous leur conseillons de laver les mains proprement et régulièrement avec de l'eau et du savon ou d'utiliser le gel hydroalcoolique comme nous l'ont conseillé les médecins. Et aussi, comme vous le voyez sur l'affiche, nous leur conseillons aussi de tousser dans le coude et d'éternuer dans le coude, surtout l'usage d'un mouchoir. Sur les faits, nous amenons les gens à nous donner leurs avis par rapport à Covid-19 afin de savoir quelles sont les objections. Et ces objections vont nous amener à prendre des positions. Parce que dans un premier temps, d'abord, nous avons commencé à se former nous-mêmes à l'interne. Donc ça veut dire que nous sommes sensibilisés à l'interne afin de pouvoir aborder la cible qui est là. Cette campagne de sensibilisation autour des coronavirus, initiée par ces futurs communicants et journalistes professionnels de l'ISIC de Kountia, s'inscrit dans la dynamique de vaincre le Covid-19 en 60 jours. Un objectif que l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'est déjà fixé. Nous restons dans le même sillage. L'OCPH implique la couche féminine dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus. L'organisation a fait ce mardi un don de kits sanitaires à l'Association des femmes catholiques de Guinée. Ce pour mieux renforcer ses actions sur le terrain. Ouminatou Sidibé, Alseni Camara ont pris part à cette remise. Suivez leur compte rendu. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes ont une responsabilité majeure face à l'évolution de la maladie à coronavirus, indique le directeur général de l'Organisation catholique pour la promotion humaine. Pour bien assumer cette responsabilité, la Fraternité des femmes catholiques de Guinée a été équipée de kits de lavage des mains pour leur permettre de mieux lutter contre le Covid-19. Il s'agit aussi de sensibiliser les enfants qui sont les plus exposés aux maladies. La Fraternité des femmes catholiques est une structure très dynamique dans la vie de l'Église. C'est pourquoi nous les avons fait appel et les impliquer aussi d'une manière officielle pour qu'elles jouent leur rôle d'antan. Et nous comptons sur elles. Le directeur général de l'OCPH dit être convaincu que le défi sera relevé par ces femmes en inventant des méthodes ingénieuses au sein de leur famille pour éradiquer le coronavirus dans le pays. Et ce combat doit être mené avec beaucoup plus d'efficacité. D'où l'implication de nos mamans, que nous savons très dynamiques. Et par elles, nous sommes convaincus que le message sera vécu dans les foyers. C'est à ce titre que OCPH Caritas Guinée a décidé, dans sa démarche auprès des personnes vulnérables, de penser à cette structure pour nous appuyer dans ce combat. Très réjouies, ces femmes catholiques s'engagent à lutter contre le Covid-19. Elles entendent œuvrer dans l'éducation des enfants. Nous allons éduquer nos proches, nos enfants, au lavage des mains systématique et au respect des mesures barrières. Nous disons merci à l'Organisation catholique pour la promotion humaine, le CPH, pour ce don qu'on vient de mettre à notre disposition. Depuis le début de la pandémie en Guinée, l'Organisation catholique pour la promotion humaine est à l'avant-garde de la lutte contre le Covid-19. Elle a mené plusieurs activités afin de réduire la propagation de la pandémie. Le syndicat professionnel de la presse privée a animé ce mardi un point de presse pour donner sa position sur l'amendement en cours de la loi L03 portant sur la haute autorité de la communication. Le syndicat professionnel de la presse privée demande sa représentativité au sein de l'institution, une idée qui vient s'opposer à celle des députés de l'Assemblée qui demandent la réduction du taux de représentativité du syndicat au sein de la HAC. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Soriseng Souma pour les détails. Réunis pour défendre une idée commune qui est celle de la représentativité des hommes de médias au sein de la haute autorité de la communication, ces défenseurs de la liberté de la presse, en accord avec l'Association des professionnels africains de la communication, parlent de l'amendement en cours de la loi L03 portant sur la haute autorité de la communication. La loi L002, pour l'instant, rien n'a été dit pour l'instant. Cela ne veut pas dire encore que qu'on n'éveille pas au grain. Pour l'instant, ce que nous apprenons, et on a des sources sûres à l'Assemblée, c'est
la loi L003. Mais la loi L002, c'est pourquoi on a même répondu à cette question en sourdine lorsqu'on dit que des acquis ne doivent pas être touchés. La loi L002 fait partie de nos acquis. Cette union concertée des hommes de médias s'oppose à toute forme de proposition de loi votée par les députés qui demandent 2 représentants de la presse privée au sein de la HAC. Le syndicat professionnel de la presse privée demande aux députés de faire le bon choix. L'appellation haute autorité de la communication, c'est pour la France, ça aussi c'était depuis 1982. Ils ont révisé en 1986 pour avoir la Commission nationale de la communication et des libertés. Et puis en 1989, ils ont encore révisé leur loi pour avoir cette fois-ci le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui continue encore de fonctionner au niveau de la France. Cette aspiration du syndicat de la presse privée pourrait se matérialiser pour mieux défendre et protéger les hommes de médias dans le futur. C'est pourquoi il trouve important de se faire représenter au sein de l'institution. Nous rencontrons vraiment des journalistes qui sont mis aux arrêts, qui sont inculpés, qui passent même des nuits en prison. Le secrétaire général du syndicat de la presse privée a voulu, à travers cette conférence, sauver une institution qui a besoin de s'améliorer. Autre sujet dans ce journal, le secrétaire général de la FESABAG a répondu à la récente sortie du secrétaire général du SLEG. Selon Abdoulaye Sow, les accusations portées contre lui sont infondées. Et pour lui, Aboubacar Souma est victime d'une frustration dans les négociations syndicales en Guinée. Bernard Koundouno et Yacoba Traoré. Dans une de ses sorties récentes, Aboubacar Souma a annoncé son retrait de la centrale syndicale USTG. Plus loin, il a qualifié son secrétaire général de traître. Ce mardi, Abdoulaye Sow a réagi à ces accusations. Selon lui, le secrétaire général du SLEG est victime d'une frustration, d'où la raison de cette réaction. Oui, je ne suis venu que pour replacer le problème dans son contexte, pour que vous compreniez que toutes les allégations portées sur l'USTG et ma personne sont infondées, sont nulles et de nul effet. Abdoulaye Sow est accusé dans une affaire de corruption à la tête de l'USTG. Des propos réfutés par le syndicaliste. On parle de corruption du général Abdoulaye Sow. J'ai 30 ans de banque. 30 ans. N'a pas 30 ans de banque, qui le veut. Hein. Et j'ai le rang de directeur. Comment quelqu'un peut vous parler de corruption, qu'ils apportent la preuve de leur allégation mensongère? Le secrétaire général de l'USTG tend la main aux 2 structures syndicales, à savoir le SLEG et la FESATEL, pour ensemble mener à bien le rôle de syndicaliste. Nous allons prendre notre bâton de pèlerin et revenir vers nos frères, parce que ce n'est pas peut-être la volonté des travailleurs, c'est la volonté de quelques personnes. Donc nous allons nous retrouver. Nous allons nous discuter, nous allons retourner à notre maison. C'est une centrale très forte, mais nous devons discuter de tous nos problèmes à l'interne. Le secrétaire général de la FESABAG annonce la signature très prochaine de la convention collective pour tout le secteur privé. Une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée à tous les enfants. C'est sur ce thème que l'humanité a célébré la Journée mondiale de l'enfant africain. Ce mardi, l'ONG Fraternité des enfants de Guinée et le club Rabi et les enfants se sont réunis pour échanger sur la situation des enfants guinéens. Et le président fondateur de l'ONG Child's Friends Guinée a aussi mis un accent particulier sur cette journée. Reportage Dina Bangoura, Yacoba Traoré. À Soweto, en Afrique du Sud. À cette occasion, ces ONG se réunissent pour faire une lumière sur l'exploitation et l'éducation des enfants. On le sait aujourd'hui que les enfants ils vivent dans des conditions très difficiles. Quand vous faites un tour d'horizon au carrefour de Matoto ici, quand vous faites un tour d'horizon au marché Niger, à Koloma, etc., vous vous rendrez compte que l'État ne fait pas assez. Et nous aujourd'hui, en tant qu'ONG, nous nous inscrivons dans cette dynamique
Et nous mettons l'occasion d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, pour dire à l'État que les enfants qui vivent dans les conditions difficiles méritent une attention particulière. Il y a de cela maintenant à peu près 3 à 5 ans que nous remarquons que le système éducatif, c'est-à-dire les programmes éducatifs, ne touchent jamais à leur fin. Soit si ce ne sont pas des problèmes politiques, ce sont des problèmes sociaux. Et vous-même, vous le constatez. Et depuis plus de 3 ans aussi, les résultats des différents examens nationaux sont catastrophiques. Et tout cela, c'est grâce au gouvernement qui ne fait aucun effort, qui n'essaie pas d'arranger la situation. Ils expriment leur position sur les questions liées à l'enfance, notamment celle de l'éducation. Nous interpellons les États africains, l'État guinéen en particulier, de revoir le système éducatif guinéen à la base, notamment pour les enfants, pour que tous les enfants puissent avoir une éducation de base qui peut leur permettre d'avoir un niveau excellent, celui de pouvoir avoir un avenir radieux. J'aimerais lancer un dernier message à l'égard du gouvernement, que c'est tout cet argent qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui pour construire des hôtels, des motels, des restaurants, qui puissent prendre cet argent afin d'investir dans l'éducation. Pour inculquer les valeurs morales, ces enfants interpellent le gouvernement pour l'amener à entreprendre des actions visant à promouvoir l'éducation guinéenne et au respect des articles 12, 13, 14 et 15 de la Convention relative aux droits des enfants et de la Charte africaine des droits et du bien-être de ceux-ci. Et puis à l'international, le directeur général de l'OMS annonce qu'une centaine de nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés à Pékin depuis que la maladie a fait sa réapparition dans la ville chinoise. Ce journal a été réalisé par toute la rédaction d'Espace TV. Merci à vous pour l'attention. Bonne suite de programmes sur Espace TV.